Quel bonheur de vous retrouver en ce début de mois, mesdames et messieurs. Nous sommes le 2 juillet 2018, et oui, le 7e mois de cette année 2018. Nous sommes au grand rendez-vous, il est 19 h. On va se retrouver tout à l'heure pour le menu. Nous saluons déjà toute la communauté savaloise, tous ceux qui nous suivent depuis Savalou et tous ceux qui nous suivent d'ailleurs et qui sont de Savalou. Nous vous remercions pour l'attention. Et oui, vous êtes à l'honneur en ce début de mois sur le grand rendez-vous. Et c'était donc la météo de demain 7 h qui vous est à l'instant présentée. Le menu de ce grand rendez-vous s'intéresse aujourd'hui à la pollution de l'air, l'impact sur l'environnement. On va recevoir Bertin Bossou, il est point focal, Convention de Stockholm sur les nuisances et pollution. Il va être reçu tout à l'heure par Amandine Agnan Bossou dans Nature et Bien-être. Nous aurons sur ce plateau, dans Autant Savoir, Giovanni Pamegan, oui, il est spécialiste en finances de marché, pour parler de l'emprunt obligataire, un instrument financier de développement. Ce sera donc dans Autant Savoir qu'on va recevoir ce spécialiste en finances de marché. Nous aurons en dernier plateau Espère qui va recevoir Damien Arwandokou pour parler des tarifs au péage pesage, à qui profite cette hausse? Et oui, depuis hier, nous avons constaté une augmentation des tarifs au niveau des péage, pesage, voilà, sur toute l'étendue du territoire national. Nous aurons donc Damien Arwandokou, spécialiste des transports et logistiques, pour aborder le sujet avec nous. Nous entrons tout de suite en liaison avec la rédaction de BB24, précisément avec Estelle Pazou, de l'autre côté de la rédaction. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Anandé. Vous portez très bien. Le week-end, ça s'est bien passé? Je vais bien. Ah, oh, ok. Alors, on aura quoi au menu de ce 1945, le tout premier de cette semaine? Alors, la relance de la croissance économique passe par la qualité des institutions. Des universités ont échangé à ce sujet, à suivre le compte rendu. Le poisson séché, encore appelé l'environ, est un assaisonnement qui résiste au temps. Ici, au Bénin, ce sont les femmes qui détiennent les secrets de sa production. Et puis, cette édition de la Coupe du Monde n'est pas des meilleures pour les grandes équipes. Après l'Allemagne, l'Argentine et le Portugal, c'est au tour de l'Espagne de quitter la compétition. Restez avec nous pour les détails. Merci Estelle Pazou. On va vous retrouver donc à 19 h 45 pour le journal. Le tout premier plateau que nous allons installer à présent, mesdames et messieurs, Autant Savoir.
Emprunt obligataire, un instrument financier de développement. On en parle dans Autant Savoir avec Giovanni Kpamegan. Il est spécialiste en finance de marché. Mais d'abord, on suit ce reportage réalisé par Patrick Adiagbojou sur l'emprunt obligataire. Entre l'emprunt obligataire et les prêts de la Banque mondiale, moi je choisirais volontiers l'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire, un mode de placement de capitaux sécurisé à un taux d'intérêt fixe et rentable. Un mode souvent privilégié par les États pour mobiliser des ressources financières au profit du trésor public et diversifier les sources de financement. Parfois, on a de la liquidité, il faut tourner l'argent. Les plus riches aujourd'hui, ils placent l'argent et c'est l'argent qui travaille pour eux. L'État vient sur le marché financier et dit j'ai besoin que vous m'empruntiez 100 millions. En contrepartie, je vous donnerai 6% et je ne serai à même de payer avant 3 ans. Ça veut dire que vous allez prêter votre argent à l'État qui va le garder par devers pendant 3 ans. Et pendant tous ces 3 ans, selon ce que vous avez défini ensemble, l'État sera en train de vous verser 6% du montant que vous lui avez prêté. Un instrument financier pour fructifier l'épargne et booster les projets de développement. L'emprunt obligataire, en son principe, c'est une très belle opération. Et si un gouvernement, par exemple, revient à dire que je préfère faire de l'emprunt obligataire plutôt que recourir au prêt, c'est une très bonne opération que je conseillerais même aux particuliers. Et non seulement aux particuliers, mais aux PME, PMI. Les petites entreprises doivent voir en cette opération une bouffée d'oxygène. Sur le marché financier régional, pour lever des fonds, aucun État ne peut décider à lui seul de l'émission d'un emprunt obligataire. L'État doit avoir en amont le quitus du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de la Bourse régionale des valeurs mobilières. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant du dernier emprunt obligataire lancé par le Bénin sous la gouvernance du président Talon. Cet emprunt est la 5e expérience du Bénin sur le marché financier régional. C'est un marché financier qui est réglementé et qui a des règles, et les règles sont appliquées à tous ceux qui viennent sur le marché. Certes, l'État a d'autres sources de financement, mais il a besoin aussi d'aller sur le marché financier pour lever des emprunts. On a demandé 150 milliards l'année dernière et on a obtenu près de 170 milliards. Et cette année, on a demandé 60 milliards. Moi, mon souhait est que l'État revienne encore l'année prochaine. Si l'émetteur de l'emprunt obligataire communique davantage sur l'utilité de cette opération, l'État gagnerait à mobiliser plus de ressources financières sur le marché financier régional. J'exhorte le gouvernement à communiquer davantage autour de ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Si elle est formée, si cette population est informée et formée à l'idée de ce que c'est que l'emprunt obligataire, je pense qu'on le comprendrait mieux, qu'il y aurait moins de critiques inutiles et qu'il y aura davantage d'engouement sur le marché financier chaque fois que l'État émet des obligations. Pour le compte de l'année 2018, les chiffres de l'opération d'emprunt obligataire lancée le 23 avril et clôturée le 22 mai dernier ne sont pas encore connus. Merci donc à vous, Patrick Adiagbojou. On retrouve sur le plateau Giovanni Kpamegan. Il est spécialiste en finance de marché. Monsieur Kpamegan, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Merci d'être avec nous Tout dans le ce début plaisir de pour semaine. moi. Tout le plaisir pour moi. Le plaisir, il est partagé également. Alors, lorsqu'on parle d'emprunt obligataire, Patrick nous a permis de découvrir un peu le sujet. Oui. L'emprunt obligataire, mais à votre niveau, pour vous, spécialistes, comment peut-on définir cela? Que comprendre par emprunt obligataire? Merci. Déjà, lorsqu'on parle d'emprunt obligataire, avant d'aborder le terme emprunt obligataire à proprement dit, il faut d'abord savoir ce qu'on appelle emprunt. Parce que l'emprunt obligataire, c'est une forme d'emprunt. Donc, c'est prêter de l'argent à quelqu'un? Oui, c'est bien cela. Tout simplement. Tout simplement. Mais plus technique, on dira que l'emprunt est une opération de prêt avec engagement pour le bénéficiaire de rembourser le montant prêté selon des conditions qui étaient préalablement définies.
Lorsque cet emprunt est contracté auprès d'un seul prêteur, on parle d'emprunt indivis. Emprunt Indivis. Indivis. Bon, pour ne pas dire individuel. Bon, en greffant. Lorsque cet emprunt, par contre, est contracté auprès de plusieurs prêteurs, on parle d'emprunt obligataire. Donc, on parle d'emprunt obligataire lorsque l'emprunt est contracté auprès de plusieurs prêteurs. La petite particularité au niveau des emprunts obligataires est que lorsque quelqu'un souscrit à un emprunt obligataire, lorsqu'un agent économique souscrit à un emprunt obligataire, il reçoit en contrepartie un titre de créance qu'on appelle obligation. Qui notifie quoi? Le titre de créance qu'on appelle obligation, c'est ça qui notifie la créance du souscripteur sur l'émetteur. C'est pour ça que vous avez constaté, par exemple, lorsqu'on lance les opérations, vous voyez par exemple TPBJ 6,5% en 2017-2027, les néophytes ne savent souvent pas ce que ça veut dire. En fait, ça fait partie des caractéristiques de l'obligation sous-jacente à l'emprunt obligataire. Donc, lorsqu'on parle d'une obligation, l'obligation en elle-même doit être caractérisée par la valeur nominale, c'est-à-dire c'est la valeur faciale du titre. C'est sur cette valeur que les intérêts seront calculés. Parce que quelqu'un qui souscrit à un emprunt obligataire, il attend en retour des intérêts. C'est ton droit en tant qu'obligataire de recevoir des intérêts. Donc, c'est sur la valeur nominale que les intérêts sont calculés. Il y a le prix d'émission. Le prix d'émission, c'est la valeur, c'est le montant que paie le souscripteur. Donc, c'est ce que reçoit l'émetteur de l'opération. Il y a le prix de remboursement, comme son nom l'indique, c'est le prix auquel l'emprunt sera remboursé. Donc, il y a des termes, remboursement au pair, remboursement en dessous du pair, remboursement au-dessus du pair. On ne va pas entrer dans ces détails-là, de peur de... D'accord. Oui. Donc c'est juste par rapport à la valeur nominale. Par rapport à la valeur nominale, lorsque c'est égal, on parle au pair. Lorsque c'est en dessous, on parle d'en dessous du pair. Et lorsque c'est au-dessus, on parle d'en dessus du pair. Donc, c'est un peu ça, les emprunts obligataires. La petite particularité, lorsque on lance les emprunts obligataires sur un marché autre que le marché domestique, ça prend la dénomination de foreign bonds. Juste pour dire obligations étrangères. Oui. Lorsqu'on lance ça sur l'euro-marché, c'est-à-dire le marché international, qui n'a rien à voir avec l'euro, on parle d'euro-bonds. Donc, voilà un peu ce qu'on peut entendre en général des emprunts obligataires. Voilà. Mais là, je peux déjà dire qu'il y a une différence nette entre ce qui se passe dans les banques et l'emprunt obligataire, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a une différence entre un crédit bancaire simple et un emprunt obligataire. Il y a une différence déjà en termes d'importance du montant à mobiliser. Lorsque vous demandez par exemple à une banque de mobiliser 150 milliards de coûts, vous risquez de l'asphyxier. La banque ne pourra pas, si elle n'a pas une base vraiment solide, vous accompagner jusqu'à hauteur de 150 milliards. Et les opérations bancaires sont plus orientées vers le court terme, vers le court et le moyen terme. Les emprunts obligataires, vous pouvez aller jusqu'à 10 ans. Ça prend quand même une maturité plus longue que les crédits bancaires. Mais à part cela, il y a le coût du crédit. Il y a le coût du crédit. Lorsque vous demandez à une banque de vous prêter par exemple 150 milliards et la banque te dit « Ok, je suis d'accord pour vous mobiliser les 150 milliards », ça serait plus cher que lorsque vous allez directement vers le public. Ça serait plus cher parce que lorsque vous prenez la banque comme intermédiaire, vous devez vous attendre à ce que la banque vous facture des coûts en conséquence. Donc, je pense, lorsqu'il y a la désintermédiation, c'est-à-dire lorsqu'on peut sauter le marché bancaire pour directement aller vers le marché financier, vous voyez que c'est deux choses. Au niveau des banques, la banque, vous allez au niveau des banques pour prendre le crédit bancaire, alors que de l'autre côté, il y a la désintermédiation. On n'a pas besoin d'avoir la banque avant d'aller. Donc, le coût revient forcément moins cher par rapport à un emprunt. À un emprunt bancaire simple. Ok, bien là, qu'est-ce que l'État gagne? Parce qu'au niveau déjà de l'emprunt obligataire, on constate très souvent que c'est l'État qui lance ces emprunts obligataires. Mais dans le reportage, on nous a également notifié que individuellement, personnellement, on peut également lancer un emprunt obligataire, vous l'aviez dit. Est-ce que c'est conseillé déjà individuellement pour les entreprises, effectivement conseillé?
D'accord. J'ai suivi très bien votre reportage. Oui. Et déjà, au niveau du lancement des emprunts obligataires, il faut préciser qu'un individu un individu, un titre personné, ne peut pas lancer un emprunt obligataire. Ah ben c'est ce qu'on a essayé de comprendre. Non, ce n'est pas ce qui a été reportage. prévu par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui est l'autorité de régulation et de contrôle des marchés financiers de l'UEMOA. Le CREPMEF prévoit que les États, les collectivités territoriales et les sociétés anonymes et les groupements d'intérêt économique anonymes également peuvent lancer des emprunts obligataires. Les individus, ils ne peuvent même pas fournir la garantie suffisante et toutes les informations. C'est certainement que l'intervenant parlait des sociétés anonymes, certainement. Bon, lorsqu'il parle d'individus, si c'est les sociétés anonymes, bon, je ne sais pas, mais je pense bien que ce n'est pas le cas. Mais si c'était le cas, c'est tant mieux. Et que gagne l'État? C'est vrai, lorsqu'on lance un emprunt obligataire, l'État lance un emprunt obligataire pour quand même combler son déficit budgétaire. Et ce qui est mieux et ce qui est très bien dans les emprunts obligataires, les emprunts obligataires permettent à l'État de ne pas supporter des surcoûts. Surcoûts en termes de risque de change. Ok, là c'est en CFA. En CFA, sur le marché, sur notre marché régional. Oui. Lorsque vous lancez sur la BRVM, sur le marché du crêpe, c'est en francs CFA. Donc il n'y a pas le risque de change. Maintenant, lorsque l'État lance les emprunts obligataires, c'est d'abord pour combler son déficit budgétaire. L'État comble son déficit budgétaire, l'État essaie quand même de financer des projets structurants parce que l'État ne peut pas tout faire sur autofinancement. Donc c'est essentiellement ce que l'État gagne lorsqu'il lance les emprunts obligataires. On a eu la représentante, je crois, nationale de la BRVM qui a dit que elle veut même que l'État lance pratiquement chaque année un emprunt obligataire. Est-ce que il y a une planification? Combien de fois ça doit se faire peut-être en une année, une périodicité pour lancer? Il n'y a pas une standardisation en matière d'emprunt obligataire. Juste que l'État doit déjà budgétiser cela et faire part de cela à l'agence UEMOA Titres pour que ça soit planifié. Ce n'est pas que l'État se lève du jour au lendemain pour dire je veux mobiliser 150 milliards ou bien 100 milliards sur le marché. Il faut que l'État fasse part de ça a priori, que l'agence UEMOA Titres planifie cela. D'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Jovan Kwamegan, spécialiste en finance de marché. On espère vous avoir dans les tout prochains jours, toujours pour approfondir le sujet. Emprunt obligataire, l'un des intervenants l'a dit, il faut qu'on communique beaucoup plus là-dessus pour éviter un peu les critiques anodines et tout, qui s'en suivent chaque fois que l'État lance un emprunt obligataire. Bon retour chez vous, bonne soirée. Merci Madame la journaliste. Oui. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Autant Savoir. À présent, nous allons recevoir ici même, oui, la fine fleur. Oui, elle est là. Amandine Aniouboussou, elle est là, c'est Nature et Bien-être tout de suite. On est avec Amandine Aniouboussou et Bertin Bossou pour parler de la pollution de l'air, quel impact sur l'environnement. Mais il faut déjà dire qu'il y a eu un reportage qui a été réalisé à cet effet, un reportage signé Oboubé Kakbo et Marcel Arossi qu'on va suivre avant de les retrouver, de retrouver mes invités sur le plateau. D'après les résultats que nous avons eus sur environ 1200 véhicules contrôlés l'année dernière, c'est à peine 11,25% qui sont pollueurs. Et pourtant, la pollution atmosphérique est de plus en plus importante à Cotonou, une des villes les plus polluées du Bénin, une ville où est concentrée la plupart des activités économiques. Sur ces artères roulent de vieux camions dégageant de grosses fumées noires, toxiques, envoyées dans l'atmosphère. Mais le plus gros lot de ces gaz d'échappement est produit par les véhicules et surtout les motos, deux moyens de déplacement les plus utilisés au Bénin et qui accélèrent la dégradation de la qualité de l'air. La pollution engendrée par la fumée des gaz d'échappement a de multiples conséquences sur l'environnement. Vous avez par exemple dans l'environnement les plantes qui peuvent prendre un coup. Cette fumée-là se dépose sur les feuilles avec ce que
ça peut avoir comme conséquence sur la croissance de ces plantes-là, etc. Selon les experts, une fois au contact du sol, les produits toxiques contenus dans le gaz d'échappement peuvent également contaminer la nappe phréatique et migrer vers les cours d'eau. Résultat, des perturbations de l'écosystème de ces milieux aquatiques et la disparition de certaines espèces sont observées. Ces substances dangereuses au contact de l'air provoquent aussi l'amincissement de la couche d'ozone. Mais face à toutes ces conséquences, plusieurs dispositions peuvent être prises pour réduire l'émission des gaz d'échappement et contrôler le phénomène de la pollution atmosphérique produite par les moyens de transport. Au nombre de celles-ci, selon les experts, il y a la sensibilisation de la population sur les dangers liés à cette pollution. L'importation des véhicules de moins de 10 ans d'âge dotés de pots catalytiques pour permettre le filtrage des substances toxiques dangereuses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à peu près 90% des habitants de la planète Terre respirent un air pollué et près de 9 villes africaines sur 10 de plus de 100 000 habitants ne respectent pas les directives de l'OMS relatives à la qualité de l'air. Merci Marcella Rossi. On retient surtout à travers votre reportage que 90% de la population africaine ou mondiale, Amandine Aniamboso? Mondiale. 90% de la population... C'est selon l'OMS. Oui, selon l'Organisation mondiale de la santé. Bien donc sûr. C'est de la population mondiale. 90% de cette population mondiale respire de l'air pollué. De l'air pollué et 9 millions d'Africains respirent également l'air pollué. Donc, c'est sûr que nous, les deux, on respire est tous exposés, n'est-ce pas? Oui. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, Heureuse d'Anondé. Vous portez très bien? Un plaisir de vous retrouver. Il est partagé, le plaisir. Vous êtes avec Monsieur Bosso, Amandine Ania Bosso et Monsieur Bosso, Bertin Bosso. Comment vous allez? Je vais bien. De quoi rit Amandine quand même? Est-ce qu'on peut savoir de quoi elle rit là? Amandine, il y a quoi? Non, c'est parce qu'il y a Bosso dans Nia Bosso. Ça vous l'avez constaté? Depuis. Donc je ne suis pas la seule. Ah, depuis? Oui. Et elle aime tellement amener Monsieur Bosso sur le plateau, Ania Bosso. Donc le week-end... C'était bien, à votre niveau? Non, Monsieur Bossou, il faut dire que c'est un partenaire qui est tout le temps disponible. Donc, dès qu'on a un petit sujet... Il est là. Il est là, oui. Et on le remercie. On aime bien voilà. avoir ces gens d'invités. Oui. Merci beaucoup pour la disponibilité, Monsieur Bossou. Oui, merci aussi, Madame les journalistes, Mesdames les journalistes. Oui, heureuse, vous connaissez bien Amandine, ici c'est heureuse tout simplement. Heureuse tout court. Merci beaucoup. Oui. Alors, Amandine, on va y aller, on parle de la pollution de l'air. Oui, on parle de la pollution de l'air aujourd'hui et comme vous le savez, la pollution de l'air constitue aujourd'hui un problème majeur pour l'environnement. Monsieur Bossou, qu'est-ce que la pollution de l'air? Bon, en fait, merci. La pollution de l'air ou la pollution atmosphérique est l'émission de la couche atmosphérique, est l'émission dans la couche atmosphérique, c'est-à-dire la couche qui entoure la Terre, de gaz, de fumée, de nature à incommoder les êtres vivants, à compromettre la santé, la sécurité ou susceptible de nuire à la production agricole ou bien à la conservation des constructions, etc., selon la loi cadre sur l'environnement. Et quelles sont les principales sources de pollution de l'air? Bon, en fait, il y a deux grandes principales sources. Il y a les sources naturelles et les sources anthropiques. Naturelles, c'est peut-être le volcanisme, les éruptions géologiques, etc., peuvent émettre des substances dans l'air, bien du bruit, des substances toxiques. Et il y a aussi des activités anthropiques dues aux industries, au transport, à certaines activités que nous avons l'habitude de mener. C'est pourquoi je parlais tantôt des activités anthropiques. Oui. Mais dans le reportage, on a dit que la ville de Cotonou constitue l'une des villes les plus polluées du Bénin. Et pourquoi on peut affirmer cela? Non, on ne peut plus affirmer cela aujourd'hui. Parce que depuis 2000, il y a une stratégie de lutte contre la pollution atmosphérique et le gouvernement a mis en place un certain nombre d'instruments juridiques. Il y a d'abord la loi cadre, il y a le décret sur la qualité de l'air en République du Bénin, les séances de sensibilisation, les programmes de lutte contre la pollution atmosphérique. Il y a un certain nombre d'activités qui se mènent et ces activités-là ont contribué
à une réduction de la qualité de l'air dans la ville de Cotonou. Mais ce n'est pas l'impression qu'on a quand on sort dans la ville? En fait, on n'a pas l'impression. Mais aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a des motos, des véhicules à 2 roues. Avant, c'était des véhicules 2 temps, qui sont des véhicules pollueurs. Beaucoup, oui. Et aujourd'hui, ça a été supprimé pratiquement de la circulation. Et on est passé à des véhicules 4 temps, moins polluants. Ça, c'est des stratégies. Et il y a un allègement fiscal de la part du gouvernement, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces motos ne coûtent plus cher par rapport à l'ancienne moto que nous achetons autour de 800 000, etc. Maintenant, mis à part les motos et autres, il y a les véhicules, les gros porteurs et autres. Les véhicules, les gros porteurs, il y a une disposition réglementaire qui impose qu'il faut accepter au Bénin, il faut importer au Bénin des véhicules de moins de 10 ans d'âge et munis des pots catalytiques. Les véhicules de moins de 10 ans, c'est des véhicules qui sont quand même plus ou moins en bon état. Et quand c'est venu de pots catalytiques, les pots catalytiques ont pour rôle de filtrer les fumées, ce qui permet de libérer dans l'atmosphère, disons que des fumées de bonne qualité, ce qui ne va pas contribuer à la pollution atmosphérique. Donc, il y a des dispositions qui sont prises. Les dispositions sont prises, mais est-ce que dans la réalité, cela se fait réellement? Oui, il y a la réalité, il y a les dispositions, mais il faut vous dire que beaucoup d'activités se mènent dans ce sens. Beaucoup d'activités se mènent dans ce sens au ministère du cadre de vie, plus précisément à la Direction générale de l'environnement et du climat. Vous avez vu l'élément qui est passé tout à l'heure. C'est le coordonnateur du programme de lutte contre la pollution atmosphérique qui a expliqué de long en large les activités qui se mènent, à savoir les contrôles réglages plutôt, des gaz d'échappement. Il y a périodiquement dans les villes à statut particulier des activités de sensibilisation et des activités de contrôle réglage se mènent avec des mécaniciens qui sont formés pour les techniques de réglage des moteurs. Parce qu'il faut régler ça de telle manière qu'il faut qu'il y ait des combustions complètes. Le gros lot du problème, c'est des combustions incomplètes qui libèrent ce qu'on appelle du monoxyde de carbone. Le CO, c'est le principal polluant toxique qui sont émis dans l'atmosphère. Ces substances-là sont des substances dangereuses pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Et justement, quelles sont alors les conséquences? Pourquoi il faut lutter contre la pollution atmosphérique? Les conséquences sur l'environnement? Les conséquences, il y a les conséquences sur l'environnement. Là, on avait parlé de pollution de l'air. La pollution de l'air a un impact sur le sol. Les substances chimiques qui sont émises dans l'air, avec les pluies, ça rejaillit au sol, ça ruisselle, ça contamine les eaux. Donc, il faut voir l'interrelation qui existe entre le sol est contaminé, et les cours d'eau aussi sont contaminés. Un sol qui est contaminé, il y a des végétaux qui sont dessus. Et ces végétaux-là vont absorber ces substances chimiques et nous nourrissons des végétaux. Donc, ça rentre dans nos chaînes alimentaires et nous sommes intoxiqués. Donc, des intoxications alimentaires peuvent provenir de la pollution atmosphérique. Au niveau des eaux, c'est ces eaux-là qu'on utilise pour des usages domestiques. Et il y a des poissons qui sont pêchés, des produits halieutiques qui sont pêchés dans ces eaux. Si ces substances aussi vont dans ces eaux, c'est que les produits halieutiques aussi sont contaminés. Donc, il y a un certain nombre de relations. Mais il faut vous dire qu'au niveau de l'homme, il y a plusieurs types de pathologies. Il y a les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les maladies pulmonaires. Il faut déjà dire, monsieur Bossou, vous êtes... voire même le cancer. Vous êtes un environnementaliste. Vous représentez ici le ministère, précisément la direction générale de l'environnement et du climat. On va recevoir un médecin. On va recevoir un médecin, parce que c'est un sujet dont on va également parler. On va recevoir un médecin pour aller plus en détail. Parlez-nous surtout de l'impact sur l'environnement. Non, l'environnement, je vous avais dit tantôt que tous les compartiments de l'environnement sont affectés. À savoir, tous les compartiments de l'environnement sont affectés parce qu'il n'y a pas de frontières. La pollution de l'air, je vous ai dit tantôt, les fumées qui sont émises, les gaz qui sont émis dans l'atmosphère vont retomber sur le sol.
Ça empêche par exemple la croissance des végétaux. Vous savez que ces substances-là sont déposées sur des feuilles et au niveau des feuilles se réalise un phénomène qu'on appelle photosynthèse. Et c'est ça qui assure la croissance du végétal. Donc c'est un problème d'environnement. Vous regardez le sol, les eaux sont contaminées et nous consommons ces eaux. Il y a des endroits où il n'y a pas d'adduction d'eau. Les produits halieutiques ne sont pas pêchés dans les eaux propres. C'est toujours dans nos lacs, dans nos rivières, dans nos océans, dans nos étangs. Donc finalement, ce n'est pas que les pesticides seuls qui causent ces problèmes au niveau des cours d'eau. Il y a même la pollution de l'air. Oui, c'est la pollution de l'air a une relation, c'est une interrelation entre toutes les sortes de pollution. C'est pourquoi il ne faut pas négliger un type de pollution au profit. Et justement, quels sont les types de pollution qui existent? Non, il y a plusieurs types de pollution. De façon classique, la pollution de l'air, la pollution des eaux, la pollution des sols. Ça, c'est de façon classique. Mais si on rentre dans les détails, il y a des pollutions physiques, des pollutions chimiques, des pollutions bactériologiques, etc. Maintenant, est-ce que la pollution de l'air est due spécifiquement au transport? Parce que la dernière fois, il y a une étude qui a révélé également que les viandes grillées, les poissons que les femmes là fument ont également des répercussions sur l'air. Oui, je vous ai informé que ce n'est pas seulement dû au transport, mais les études au Bénin ont révélé que le secteur de transport a un pourcentage élevé. Il y a les industries aussi. Il y a les industries qui émettent des fumées. En dehors de ces industries, il y a les fumées, les pratiques anthropiques, c'est-à-dire le fumage, par exemple, de poissons, le brûlage des déchets à l'air libre aussi, émet des fumées. Donc, tout ça, là, ça contribue à la qualité de l'air. Je prends le cas des poissons. C'est avec les fours traditionnels, les fumées que ça libère, il y a des substances toxiques telles que les dioxines et les furanes, qui sont des produits qu'on doit réduire dans le cadre de la Convention de Stockholm sur des polluants organiques persistants. Vous êtes d'ailleurs le point focal de cette convention. Oui, je suis le point focal de cette convention et nous y travaillons dessus par rapport à cette activité de fumage pour installer des fours améliorés aux femmes. D'accord. Tout ça dans le souci de préserver l'environnement. L'environnement, parce que l'environnement, c'est notre attribution et le cadre de vie des populations du Bénin en général nous préoccupe à juste titre. Merci beaucoup à vous, M. Bosso. On va vous retrouver peut-être vendredi pour parler de la réglementation et des sanctions. Bon, si vous êtes toujours disponible, bien sûr. Donc, c'est une semaine également consacrée à la pollution de l'air. Oui. Bon, ce qu'on retient quand même, c'est que déjà au Bénin, il ne faut plus dire que Cotonou fait partie des villes les plus polluées. Il y a des dispositions ont été prises pour réduire. Des activités se mènent dans ce sens. Afin d'offrir de l'air sain aux populations. Et au cours de la Journée mondiale pour l'environnement, il y a des activités de sensibilisation qui se mènent aussi. On va vous avoir sur le plateau. Vendredi, n'est-ce pas? Oui. Vendredi, vous êtes là. Oui. Vendredi, voilà. Le temps, là, ben, c'est fini. Yasmine Davantadi, c'est terminé. Tout le monde descend. En tout cas, tout ce qui concerne nature et bien-être. Amandine, à vendredi? Oui, heureuse d'annoncer à vendredi. Si tout va bien? Oui, si tout va bien. Tout ira bien. Mesdames et messieurs, c'est également terminé pour Nature et Bien-être, le tout dernier plateau. Oui, du grand rendez-vous. On n'aura que 3 plateaux aujourd'hui. Oui, le tout dernier, c'est Espère. À tout de suite. Nous sommes donc avec M. Damien Arwandokun. Il est consultant en économie de transport. C'est bien cela? Oui, c'est ça, madame. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous portez très bien? À merveille. La semaine a bien démarré? On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Oui. Alors, avec vous, on va parler de l'augmentation des tarifs au pesage sur toute l'étendue du territoire. Et à qui cela profite? À qui cette hausse-là profite? On va en parler avec vous. Mais déjà, donnez-nous, vous, votre avis sur cette décision-là du ministère des Transports. Bon, je pense que les avis varient d'un technicien à un autre. À un autre, tout à fait. Et les avis ne sont pas toujours les mêmes. Mais au finish, quand même, il doit y avoir au moins une technicité par rapport aux avis des uns des autres. Bon, d'abord, je tiens à dire que l'arrivée des péages et des pesages, cela date depuis de 1987.
nous devons comprendre que qu'est-ce qui a justifié la hausse du pont de péage et de passage. Je pense que nous ne sommes pas dans le secret du gouvernement. Peut-être qu'il y a une étude qui a été faite, il y a un diagnostic qui est fait, et nous n'avions pas vraiment les statistiques qu'il faut pour pouvoir dire que bon, cette hausse est une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais ce qu'on peut retenir... on a quand même déjà, je dirais, l'avis de la population, de ceux qui sont concernés. Beaucoup ne sont pas d'avis. Mais pour vous, le spécialiste, est-ce que c'est une bonne chose? Bon, vous savez comment on appelle, les péages et les pesages sont d'une grande importance en matière du transport routier. Ok? Au Bénin, depuis fort longtemps, ça fait déjà au moins plus d'une dizaine d'années, que le prix était resté pratiquement le même. Oui. Donc, comme vous le savez plus que moi, nous sommes à l'ère des réformes. D'abord, je remercie d'abord le gouvernement qui, dans un passé récent, a essayé de réunir quand même les acteurs du monde des transports, du monde du transport, autrement dit, les transporteurs et les conducteurs. Le gouvernement les a associés par rapport à cette hausse du prix du péage et du passage des camions. Et qu'est-ce qui explique alors tout ce qui s'est passé dans le week-end à Dio, je crois bien. Bien sûr, bien sûr. Au fait, vous avez constaté que moi, qu'à Dio, il y a, je dirais que la population, autrement dit, les transporteurs ont manifesté leur mécontentement par rapport à cette hausse du prix du truc là, de la hausse du péage et du pesage, parce que d'abord, en un premier temps, la population n'était pas d'abord habituée depuis plus de 10 ans à cette hausse des prix. En un second temps, c'est qu'il n'y a pas vraiment une communication en la matière. Qui vous souviennent, c'est juste le jeudi 14 juin que le ministre des Transports, en collaboration avec les organisations syndicales, les conducteurs et les transporteurs, ils se sont réunis pour pouvoir hausser ce truc-là. Donc, je pense que d'abord, ça pénalise la population parce que cette décision n'a pas été trop prise dans la règle de l'art. Comment elle devait être prise pour être acceptée au niveau de la population? Je disais que ça a été trop précipité. Ça a été trop précipité. En un laps d'un mois. Il faudrait communiquer. Bien sûr, il faut communiquer. On ne peut pas comprendre que préparer le 14 juin, à la chose. Le ministre a reçu les organisations syndicales et que déjà, ça prend effet à partir du 1er juillet. Donc, je pense que c'est là d'abord, il faut associer. Ouais. On les a associés, mais pas à 100%. Il faut associer d'abord les techniciens à la matière pour que cette hausse soit vraiment effective. D'accord, mais est-ce que l'État quand même a besoin, vous avez dit depuis 10 ans, est-ce parce que bon, ça fait déjà une dizaine d'années que le prix est fixé qu'il faut changer? Quelles sont les raisons évoquées? Bon, les raisons évoquées, d'abord, si vous faites un peu une analyse en bonne et due forme, ce n'est pas seulement au Bénin qu'il y a la hausse du prix de péage de paysage. Quand vous allez par exemple au Sénégal, le prix est triplé, voire même quadruplé. Mais ce n'est pas le même rythme de vie, hein? Non, pas nécessairement le même rythme. C'est que le défaut, c'est qu'on a constaté qu'il n'y a pas vraiment une harmonisation des prix au niveau des pays de l'UMOA et même de la CEDEAO. C'est ce qui fâche un peu de l'autre côté parce qu'un gouvernement qui se lève peut-être en un temps record et qui commence par hausser le prix. Donc c'est là où ce n'est pas trop bien. C'est là où ce n'est pas trop bien. Oui. Et raison pour laquelle l'État a décidé de remettre les choses en place. Est-ce que selon les règles, à tel kilomètre, parce qu'on a eu le directeur des transports à Yadi, sur une radio de la place qui dit à 100 km, le montant est fixé, je crois, à 1000 francs. Bien sûr. Mais ce qui n'est pas respecté dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'en venir au même tarif que dans les autres pays de l'UOMOA. Bon, ce n'est pas nécessairement la raison. Vous aurez d'abord constaté que tout récemment, il y a une étude qui a été faite
par rapport à l'usage, à quoi servent concrètement ce que nous payons au point de péage et de passage. Nous avions, comment on appelle, après le diagnostic, nous avions constaté que d'abord les fonds sont mal gérés, très mal gérés. Et maintenant, depuis 2 ans, le gouvernement est en train de prendre les choses pour rehausser vraiment l'image du fonds routier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le fonds routier qui est chargé de cela. Et quand vous faites un peu une étude dans la ville, vous aurez peut-être dû constater qu'il a des voies qui sont il a l'entretien de certaines voies qui sont en train d'être entretenues. On voit le nombre de routes dégradées. Est-ce que ces fonds-là servent toujours à ça? Bon, vous savez, l'État débourse beaucoup d'argent par rapport à l'entretien et à la préservation du réseau routier. Par an, l'État donne plus de 10 milliards de francs CFA par rapport à l'entretien et à la préservation du réseau routier. Donc, vous voyez combien de fois le prix par rapport à payer au niveau du péage et du paysage est tellement indispensable. Combien est tiré au niveau des ponts péages et paysages chaque année? Non, chaque année, bon, je n'ai pas trop de données statistiques, mais ce que j'ai à mon niveau ici, par exemple, quand vous prenez en 2002, les recettes s'élevaient à 336 875 000. En 2003, ça s'élevait à 1 585 603. Et en 2014, bon, on a constaté malheureusement une chute parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à l'entrée, qu'une étude a été faite qui fait que souvent ces fonds-là ne sont pas vraiment gérés. Non, pas le directeur des transports également a parlé d'une situation, je crois, à Pédéport, où un agent aurait soutiré 18 000 francs de ces fonds. Bien sûr. Donc c'est sûr que ça se passe ailleurs également. Bien sûr, le constat, ça se passe ailleurs. Les fonds ne sont pas vraiment gérés. Et vous savez, bon, il a la politique qui se mêle trop par rapport à cette gestion de fonds. Et l'autre problème aussi, vous constatez que souvent, au niveau des ponts de péage et de paysage, il a tellement une congestion qui ne dit pas son nom. Donc, ce matin, très tôt, en quittant Porto-Novo pour Cotonou, j'ai remarqué, comment on appelle, ou du moins j'ai suivi un petit film. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, vous savez que cette décision, la mise en vigueur de cette décision, c'est à partir d'aujourd'hui que cette décision a été effective. Donc, j'ai remarqué que quand on faisait juste le rang au niveau du pont d'Ekpé, il y a juste un gendarme qui était derrière moi, qui était dans sa voiture. Et comme le gendarme a vu vraiment qu'il a une congestion qui ne dit pas son nom, il a fait marche arrière et il a pris au niveau des officiels. Et donc, chemin faisant, je n'ai pas compris ce qui s'est passé parce que j'ai vu juste un militaire qui était de l'autre côté, qui lui a ouvert la barre et puis il est parti. Sans rien payer dans la caisse de l'État. Bien sûr, sans rien payer dans la caisse de l'État. Je pense qu'il faut décourager ce comportement de la part de certains hommes en uniforme. C'est quand même pas un officiel. Bien sûr, ce n'est pas un officiel. Vous voyez, donc, force doit rester à la loi. Ce n'est pas une décision. Nul n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas une décision pour une tierce personne. Non, pas du tout. Ça s'impose à tout le monde. Donc, je pense que le gouvernement doit vraiment assainir ce milieu aussi pour la bonne marche des activités. Pour la bonne marche des activités. Donc, finalement, la hausse ne profite qu'à l'État. Bon, la faute, bien sûr. La hausse de ces prix ne profite qu'à l'État. Ça profite à l'État, bien sûr. Oui. Ça profite à l'État dans la mesure où l'État a besoin vraiment des ressources qu'il faut aujourd'hui pour entretenir nos voies. Et je vous donne un exemple, si vous voulez, bon, à la sortie de ce studio, vous pouvez aller promener vos caméras pour voir. Quand vous allez, vous quittez juste le port, la direction générale du port, et vous prenez juste avant le carrefour 3 banques. Vous allez voir, par exemple, que c'est un tronçon qui est vraiment dégradé. Et c'est le moment d'interpeller le directeur du fonds routier. Parce que si rien n'est fait jusqu'à présent, ce serait vraiment dangereux. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Espère. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des informations.
Les institutions ont leur rôle à jouer dans le développement de façon générale, mais une étude a spécifié qu'elles ont également une part active dans la croissance économique. Les détails dans ce journal. Le poisson séché, un assaisonnement qui traverse les générations. Il serait même incontournable dans la préparation de certains mets. Comment se fait la production au Bénin? À suivre la réponse. Et puis, la Coupe du Monde Russie 2018 continue avec ses surprises. Après l'échec de l'Allemagne, de l'Argentine et du Portugal, c'est au tour de l'équipe espagnole de faire sa valise. Voilà pour les titres de ce journal. Avant le développement des titres, l'examen national du certificat d'études primaires CEP, session de juillet 2018, a démarré sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du littoral, les épreuves ont été officiellement lancées à l'école primaire publique Bégamé Sud. Calvador Arouanou, Patrick Adjagboudjou y ont assisté. Voici le compte rendu. La compréhension de l'écrit, c'est la première épreuve écrite soumise à la réflexion des candidats à l'assaut du certificat d'études primaires CEP. Durant 1 heure, ces candidats du centre d'examen de l'école primaire publique de Bégamé Sud vont restituer les connaissances acquises au cours de l'année scolaire. Dans le littoral, nous avons 19 168 candidats répartis en 48 centres pour les 4 circonscriptions scolaires que nous avons dans le littoral. Quand nous prenons ce centre, les statistiques ont révélé qu'il y a un seul absent, donc tous sont presque présents. Aussitôt, les épreuves écrites ont été lancées. Parents et accompagnateurs ont rejoint le portail afin que le calme règne en maître à l'intérieur du centre d'examen. Des perturbations, il n'y en aura surtout pas, rassure l'autorité départementale des enseignements maternels et primaires du littoral. Toutes les conditions sont réunies, étant donné que nous avons des agents de sécurité pour assurer la sécurité des lieux. Nous avons des agents de santé si éventuellement il y avait des malaises au niveau des enfants qui pourront intervenir correctement. Tous les surveillants sont là, le chef centre, tout est mobilisé pour que tout se passe bien. Un tour au complexe scolaire Aïlawadje 1, Dame Nature n'a pas été clémente. L'inondation qu'elle a causée empêche les candidats d'accéder à leur centre d'examen. Heureusement, une solution urgente a été trouvée. Le centre a été transféré au complexe scolaire Bon-Berger. Si les examens avaient été organisés plus tôt, on ne serait pas en état d'urgence, en greffe. Mais nous sommes en train de juguler la situation. Ici, heureusement, il n'y a pas eu d'inondation. Et là où les inondations sont accentuées, comme l'avait su, nous avons déplacé le centre d'examen à un autre centre. Il est à souhaiter que l'équipe de veille qui est au niveau de la mairie soit opérationnelle au cas où, au cours de la journée et les 2 jours qui vont suivre, s'il y avait une urgence, qu'on puisse intervenir. Il faut rappeler qu'ils sont au total 221 752 candidats qui planchent dans 764 centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire national. La production agricole, la qualité de la gouvernance ou encore les réformes sont des indicateurs de la croissance économique d'un pays. Et on se pose aujourd'hui cette question. Quel est le rôle des institutions dans la croissance économique? La question a été au cœur d'une rencontre tenue à l'université d'Abomey-Calavi en présence d'une équipe de la rédaction. Je vous propose de suivre le compte rendu. Désormais, l'échec de la relance économique dans un contexte de sous-développement ne s'explique plus seulement par des facteurs économiques, mais également par des facteurs non économiques, en particulier la qualité des institutions. Lorsque certaines institutions existent, ces institutions prescrivent souvent certains comportements. Si ces comportements sont rationnels, il faut donc les respecter en termes de temps d'exécution et en termes aussi surtout de bonne gestion. Or, si vous ne respectez pas, ça c'est un exemple simple pour vous dire comment ça peut aller, en termes de temps, il aura perdu de temps. Or, le temps, c'est une variable, c'est un bien économique qui a quand même un degré de réalité. Il faut donc respecter ça. Ce qui ne se réalise pas aujourd'hui ne pourra pas se réaliser demain. Il y avait une chanson, je crois d'origine zaïroise ou bien quoi, là, qui disait que le temps perdu ne revient plus. Aujourd'hui,
Plusieurs études sont concordantes pour reconnaître qu'il existe une forte relation entre la qualité des institutions et la croissance économique. Des institutions efficaces seraient une condition pour le succès des économies. Cette relation peut même parfois aller dans les deux sens. Dans le sens institution, croissance économique et dans le sens croissance économique et institution. La qualité des institutions, les règles, les normes et la manière dont ces règles, ces normes sont établies et respectées peuvent en fait impacter significativement la trajectoire que l'économie d'un pays peut prendre. Et en termes de croissance économique, les institutions privées seraient indispensables. Seul le secteur privé, donc les entreprises, créent donc la richesse. Et de cette richesse créée, l'État fait des ponctions sous forme donc d'impôts et taxes. Et donc plus la croissance est forte, donc plus la valeur ajoutée est forte, plus le sera la croissance économique et plus les ressources dont disposera donc l'État seront aussi importantes. Et ces ressources sont indispensables à l'amélioration aussi donc des institutions. Parce que les institutions de qualité, il faut les financer. Une corrélation positive et significative à ne pas ignorer en souhaitant relever le défi du développement durable. C'est un poisson qui n'a souvent l'air de rien. Parfois, il repousse à cause de sa forte odeur. Mais c'est ce même poisson qui autrefois faisait office de cube de bouillon. Communément appelé l'enriouin, le poisson séché ne manque pas sa place dans la plupart de nos mets. Qui produit le l'enriouin et comment se fait la transformation? Élément de réponse dans ce reportage de Gloria Roland Chidime. Du poisson, mais pas comme les autres. Cette variété séchée sert à l'assaisonnement. L'enriouin, c'est son nom. C'est comme cela qu'on l'appelle dans certaines langues locales du Bénin. Plusieurs acteurs interviennent dans la chaîne de production. Les pêcheurs constituent le premier maillon. Déjà à partir de 3 h du matin jusqu'à 7 h du matin, les pêcheurs vont à la pêche. À leur retour, moi je les aide à faire la distribution sur place aux bonnes dames. Ceci fait 6 000 francs. Mais quand le prix est bas, on peut le faire à 5 000 francs. Après la pêche, les poissons sont récupérés par les femmes productrices du l'enriouin qui assurent à leur tour la transformation. Un travail à la chaîne. Après l'achat, nous nettoyons le poisson avec de l'eau et on laisse reposer dans des paniers jusqu'au lendemain matin. Ensuite, nous y ajoutons du sel. Ce mélange bien protégé reste ainsi pendant 3 ou 5 jours. Nous passons au séchage pendant une journée tout en prenant soin de retourner les deux faces. Et il nous faut nécessairement du sel, sans ça, les poissons vont pourrir. Maman Anissé est vendeuse de poissons. Elle s'insurge contre ceux qui pensent que le l'enriouin se fait avec du poisson pourri. C'est très faux. Le l'enriouin se fait avec du poisson fraîchement pêché. Et c'est très bon. L'activité est génératrice de revenus, mais elle n'est pas sans difficulté aussi. Vous voyez tous ces poissons, il faut s'asseoir et les nettoyer. C'est très difficile ce travail que nos mères nous ont laissé. Mais avec ça, on arrive à envoyer nos enfants à l'école et ça nous va largement. Pour ces femmes, le travail est pénible, mais reste un héritage qu'elles se doivent de perpétuer. Elles ont la charge
de transmettre le savoir-faire à leur progéniture, car chez elles, c'est une histoire de mère en fille. En Afrique du Sud, des distributeurs d'un nouveau genre ont fait leur apparition dans certaines townships de Johannesburg. Ils ne servent pas à retirer de l'argent, mais des médicaments, en majorité des antirétroviraux. Ces machines inédites sur le continent permettent aux patients de gagner un temps précieux pour récupérer leurs médicaments et ainsi d'éviter les lenteurs du système de santé sud-africain. Les distributeurs sont réservés seulement aux patients qui souffrent d'une maladie chronique. Je l'annonçais en titre, le mondial 2018 n'en finit pas avec ses surprises. Après l'échec de l'Allemagne, de l'Argentine et du Portugal, c'est au tour de l'Espagne de quitter la compétition. Elle a été éliminée par la Russie à l'étape de tir au but et après prolongation. Le soutien indéfectible de certains supporters du Stade de l'Amitié n'a pas suffi pour faire gagner l'équipe espagnole. Reportage. Tel que le match se présente, l'Espagne finira par venir à bout de son adversaire, ça c'est clair. Et il s'est trompé. Nous sommes au Stade de l'Amitié Mathieu Kérékou, où les supporters se sont réunis pour suivre le match qui oppose l'Espagne à la Russie. Concentrés, ils placent leurs espoirs sur l'équipe espagnole. 90 minutes de jeu sans vainqueur, néanmoins, on garde espoir. Yes, I have a strong feelings for Spain because I supported Spain. J'ai une grande admiration pour l'équipe d'Espagne. Même si c'est compliqué pour le moment, on garde espoir. Le match est vraiment intéressant. On voit une équipe espagnole qui est en train de dominer largement son adversaire. Seulement que ici, il y a la puissance physique russe qui résiste un peu. Mais nous avons de grands noms, évidemment, dans cette équipe espagnole. Ramos, Piqué, Iniesta, consorts. Mais ici, c'est une équipe vieillissante. C'est une équipe vieillissante. Il va falloir mettre un peu le sang jeune, voir les Asensio, les Vasquez pour pouvoir redynamiser un peu l'équipe. Mais ne vous y trompez pas, il y en a dans le lot qui continuent de ruminer l'élimination précoce des pays africains et qui boudent la suite de la compétition. C'est le cas de Alphonse. Les matchs qui sont en train de jouer maintenant, moi je ne supporte pas les Blancs parce que c'est l'équipe africaine que moi je supporte. Comme les équipes africaines sont parties, moi le match ne m'intéresse plus. À l'écran, le temps passe, mais l'Espagne ne gagne toujours pas. Fin des prolongations et place au tir au but. Les visages se crispent, l'espoir s'éloigne. Coquet et Aspas manquent leur tir au but. La déception gagne les cœurs et chacun exprime son regret. Je suis vraiment fâché parce que tout ce que j'ai programmé, tout ce que moi, exploitation, tout ce gâté main, ça arrive, c'est ballon. Je suis déçu dans la mesure où je suis un supporter avéré espagnol, mais le football, c'est le fair play. Les Espagnols vraiment étaient déjà fatigués, comme je l'avais annoncé, c'était déjà une équipe vieillissante. Donc par rapport aux épreuves fatidiques des tirs au but, ils n'ont pas pu donner le meilleur d'eux-mêmes. L'Espagne tombe face à l'hermétique bloc russe et quitte la Coupe du Monde comme ses supporters quittent le Stade de l'Amitié. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Revue Web, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'actualité du web sur la chaîne du développement. En page Nation de ce lundi 2 juillet 2018, le séminaire à Cotonou pour promouvoir la coopération transfrontalière en Afrique de l'Ouest du 3 au 4 juillet 2018. C'est une initiative de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et du Club Sahel.
Cette rencontre internationale a pour objectif le partage de connaissances et d'expériences sur la coopération transfrontalière entre les acteurs institutionnels et locaux et les partenaires de l'Afrique de l'Ouest à partir des initiatives portées par le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA d'une part et d'identifier d'autre part les limites rencontrées, de débattre des mécanismes innovants de compréhension et d'opérationnalisation de la coopération transfrontalière, de même que l'approfondissement de la compréhension des défis institutionnels et leur impact sur le développement transfrontalier. Toujours au Bénin, les anciennes grilles tarifaires en vigueur au niveau des postes péage et pesage sur toute l'étendue du territoire ont subi des modifications depuis ce 1er juillet 2018. L'information a été rendue publique par le ministre en charge du transport. Les nouveaux tarifs varient selon le véhicule, le péage et à l'essieur. La société immobilière d'aménagement urbain va construire 20 000 logements sociaux à Cotonou et dans les autres départements. Ce projet de la société immobilière d'aménagement urbain a été mis en place par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Ces maisons de type F4, composées de 4 pièces, hors la salle de bain, les toilettes et la cuisine, seront remboursés sur une période de 17 ans. En page internationale, le président français Emmanuel Macron est attendu ce lundi 2 juillet à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pour un déjeuner avec les chefs d'État de l'Union africaine. Ce déjeuner sera suivi d'une rencontre avec ses homologues du G5 Sahel. Un double échange donc consacré à la sécurité en Afrique. D'une rencontre à une autre, la chancelière allemande Angela Merkel doit échanger ce jour avec l'Union chrétienne sociale pour résoudre le conflit sur les migrants qui menace de faire tomber le gouvernement. La revue de ce jour prend fin avec la Coupe du Monde en Russie 2018. 4 équipes sont actuellement qualifiées pour les quarts de finale de ce mondial. Il s'agit de la France, l'Uruguay, la Russie et la Croatie. C'est la fin de cette revue. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée à vous également, Nadège Sani. Et on va vous demander, mesdames et messieurs, de suivre en rappel les prévisions météorologiques avant de prendre congé de vous.
On va remercier, mesdames et messieurs, tous ceux-là qui participent à l'examen du certificat d'études primaires 2018. Remercier comment? En leur disant du courage et que demain est un nouveau jour. Bonne composition tout simplement à vous et surtout bonne chance. Mesdames et messieurs, à demain pour un autre numéro du Grand Rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.